Bonjour tout le monde, bienvenue au troisième épisode de notre podcast Tendance et Histoire de Soccer. On est vraiment chanceux aujourd'hui d'avoir avec nous une sommité du foot, du soccer qui est passée ici dans la province de Québec, qui a laissé ses traces. Et donc notre invité pour ce soir, une bonne surprise, Philippe Leroy, qui a accepté d'être parmi nous en direct du Sénégal et pas des moindres. Donc, droit d'un pays africain qui excelle lui aussi en termes de formation, de talent, de joueurs de très haut niveau. Donc, sans trop parler, je vais déjà souhaiter la bienvenue et remercier Philippe. Philippe, un gros merci d'être là parmi nous. Je ne veux pas en dire davantage sur toi. J'aimerais que tu te présentes. Pour ceux qui ne te connaissent pas, mais beaucoup de nos auditeurs te connaissent déjà. Donc, je te laisse t'introduire, comme tu sais si bien le faire, Philippe. Ouais, c'est gentil. Merci Nabil, merci Ben de m'avoir donné cette opportunité d'échanger avec vous. Comme Nabil l'a dit, je suis en direct de Dakar. Au Sénégal, dans le pays des champions d'Afrique, qui vont remettre leur titre en jeu dans quelques mois maintenant. Donc, très rapidement, mon parcours, une modeste carrière de joueur professionnel en France. J'ai fait un centre de formation à Troyes. J'ai joué à Troyes, j'ai joué aussi à Meaux, en banlieue parisienne. À la fin de ma carrière, j'ai complété mes études, on va dire ça comme ça, par un doctorat en toxicologie. Ensuite, je suis rentré tranquillement tout en faisant de la recherche. Okay. Ouais, dans le domaine du foot, où j'ai commencé à passer mes diplômes et j'ai commencé comme préparateur physique dans un club professionnel qui est le Stade de Reims, où j'ai passé 5 ans, où j'ai fait un peu tous les rôles d'adjoint avec les professionnels jusqu'à m'occuper des jeunes et de l'équipe réserve. Ensuite, il y a eu l'opportunité pour moi de retourner au Canada. J'ai passé mon doctorat à l'UQAM. Donc, j'ai fait de la recherche aux États-Unis et en France. Et j'ai eu l'opportunité de revenir au Canada à McGill en tant qu'entraîneur de l'équipe masculine. J'ai passé à McGill 4 ans. Et ensuite, ce qu'on appelait avant l'Impact de Montréal, maintenant le CF Montréal, cherchait un entraîneur pour son équipe réserve parce qu'il voulait vraiment rajeunir l'équipe réserve. Et puis, commencer à imaginer la création d'un centre de formation, d'une académie. Donc, j'ai succédé à Marc Dos Santos à la barre de l'attaque de Trois-Rivières. Je me rappelle. Voilà, et l'attaque de Trois-Rivières, qui était l'équipe réserve de l'Impact du CF Montréal, a ensuite repris le nom de l'Impact de Montréal. Et puis, de manière presque naturelle, on m'a demandé si j'étais intéressé pour créer l'Académie d'Impact de Montréal. Et bien sûr, je l'ai été. Donc, j'étais à l'origine de la création de l'Académie. J'y ai passé 11 ans. Là également dans le club, dans tous les rôles, que ce soit assistant avec la première équipe, entraîneur de l'équipe réserve, directeur de l'Académie. Et après mon aventure au CF Montréal, j'ai travaillé à San Francisco pendant 1 an, responsable de la méthodologie là-bas. Et puis j'ai atterri, si je puis dire, à Soccer Québec récemment comme responsable, très récemment responsable de la performance. Et j'ai démissionné de mon poste il y a maintenant 2 mois et demi, quand j'ai eu la possibilité, quand j'ai signé avec Dakar Sacré-Cœur ici au Sénégal, qui est un des plus gros clubs au Sénégal, club professionnel.
mais qui est aussi très réputé dans sa formation et qui est partenaire de l'Olympique Lyonnais, donc un superbe projet. Et je suis arrivé à Dakar il y a maintenant presque 2 mois. Ok, honnêtement, c'est une carrière très riche à plusieurs niveaux. C'est vraiment c'est très intéressant. Est-ce que tu peux nous en parler un peu plus sur ton quotidien en ce moment à Dakar avec l'académie, puis les projets sur le court terme, le moyen terme avec l'académie à Alors c'est Dakar? très mouvementé, on va dire, depuis mon arrivée. Dans quel Euh, sens? Bah, c'était la reprise pour les pros, donc je suis responsable des pros jusqu'à la formation. Ok, Un peu de l'après-faux, mais je suis surtout sur les U17, U19 professionnels et aussi la section féminine ok, qui est championne du Sénégal. Sénégal, ok. Et ouais, donc mon arrivée a presque coïncidé avec la reprise, ce qui veut dire aussi fin de période de transfert. Également, comme on est partenaire avec Lyon, c'était la venue de Lyon parce qu'ils viennent 3 fois par an, donc ils ont passé une semaine avec nous. Et puis, en même temps, il y a la création d'un documentaire par Canal+, et la Ligue de foot professionnelle française, pour, on va dire, préparer la CAN qui a lieu en Côte d'Ivoire Au mois de janvier. 2-3 mois, oui, au mois de janvier. Et en fait, ils ont créé un tournoi international à Abidjan. Alors, on fait partie des heureux élus pour participer à ce tournoi international, et donc ils venaient aussi tourner sur site Tournée, ouais. pour créer une petite série avec 8 épisodes pour illustrer la CAN. Donc, Ah, ça ok. se poursuit par un tournoi international Ok. la semaine prochaine. Ok. Donc voilà, ça a été très, très occupé depuis mon arrivée parce qu'il faut bien sûr commencer à appréhender le nouvel environnement, mais également mettre en place de nouvelles choses et bien accueillir, que ce soit Lyon, Canal+, pour les mettre dans les meilleures conditions, avec une actualité pour les pros qui est pressante, puisque notre équipe qui est en première division, en Ligue 1, commence le championnat dans 2 semaines. Donc c'est les derniers préparatifs pour leur permettre de faire un bon début de saison. Ok, excellent. C'est très intéressant de connaître tout ça. Donc, si on veut rester dans ce sillage-là sur le continent africain, avant d'aller dans le vif du sujet pour les questions que j'ai préparées, ça serait quoi la grosse différence entre ce que tu vis en ce moment versus ce que tu as vécu en France, ce que tu as vécu en Amérique du Nord, en ce qui concerne le développement des joueurs, les mentalités, le professionnalisme en tant que tel? Est-ce qu'il y a des choses que tu retrouves en ce moment que tu n'as jamais vues dans tes expériences antécédentes, Philippe? Alors, jamais le qualificatif serait peut-être un peu gros. C'est sûr que pour moi, il y a beaucoup de choses nouvelles parce que c'est un nouveau pays, une nouvelle culture, un nouvel environnement. Donc, le cadre est complètement nouveau. Ça, c'est effectivement, j'ai jamais connu cet environnement. Mais de l'autre côté, il y a des choses quand même qui sont similaires. Ce qui me surprend agréablement, c'est l'énorme ouverture d'esprit au niveau des entraîneurs du club. C'est un gros club, hein, il y a 200 employés, j'ai une quarantaine de techniciens à m'occuper et il y a énormément d'ouverture d'esprit et une soif d'apprendre assez incroyable. Et je pense que ça vient du fait que il y a une fédération qui s'occupe relativement peu de la formation de ses entraîneurs. Donc, voilà, quand on peut, aux préparateurs physiques, préparateurs mentaux, analystes vidéo, techniciens, quand on peut leur amener quelque chose, il y a une énorme ouverture et une soif d'apprendre incroyable. Donc ça, j'avais jamais connu ça de cette amplitude-là, cette envie d'apprendre de manière unanime d'un staff d'entraîneurs. Après, voilà, ils veulent, comme tout le monde, ils veulent progresser, ils veulent former des joueurs, sont des compétiteurs et les joueurs la même chose.
Donc ça, il y a quand même beaucoup de similitudes avec un projet pour les jeunes qui est de faire carrière en Europe ou ailleurs et de se servir du club, de son centre de formation et de l'équipe première en pro comme un tremplin pour aller ailleurs. Et c'est un des objectifs principaux du club. L'ambition étant de se maintenir en Ligue 1, c'est pas forcément d'être champion, mais c'est surtout de permettre aux jeunes d'être bien entourés en équipe première et de pouvoir s'exprimer du mieux possible pour être remarqué par des clubs européens ou aux États-Unis par exemple. Donc voilà, il y a quand même beaucoup de similitudes quand on parle de terrain en tant que tel. Il y a quand même beaucoup de choses qui se ressemblent. Ok, mais toi, est-ce que tu es venu avec ton projet à toi, Philippe Laffoy, ou on t'a inclus dans un projet où on t'a fait part un peu des grandes lignes, des lignes directrices, un fil conducteur, et que toi, tu t'as dit, OK, j'embarque là-dedans. Est-ce que c'est l'un ou c'est l'autre, Philippe? Alors là, je me parle à moi-même tout en répondant à ta question, Nabil. Oui, bien sûr, bien sûr. Quelle erreur énorme j'aurais fait si j'étais arrivé avec mon projet. OK. Donc, pour expliquer un petit peu la démarche, c'est que on m'a embauché en tant qu'expert parce que j'ai une expertise, parce que j'ai des connaissances, parce que j'ai une expérience. Mais quand on arrive dans un nouvel environnement, on repart pas au stade de débutant, mais on repart au stade de novice. C'est-à-dire que on observe, on regarde ce qui va bien, ce qui va pas bien. Il y a déjà un projet en place, donc c'est comment éventuellement le bonifier. Et c'est en aucun cas mon projet à moi. Okay. Alors maintenant, ça fait un mois et demi que je suis là, presque 2 mois. J'ai une bonne connaissance des gens et le projet il est clair. Hein, c'est comme je vous l'ai dit, c'est d'avoir une politique technique cohérente des pros jusqu'à la préformation en passant par le recrutement. Et puis mettre en place quelque chose de moderne, à la fine pointe de ce qui peut se faire en ce moment. Alors, il y a des choses qui sont bien, il y a des choses qui ne sont pas encore optimales, loin de là. Et donc, c'est reformater éventuellement un projet de jeu, ou plutôt le repréciser, de s'assurer que le contenu d'entraînement aille vers le projet de jeu. On s'en va vers une mise en place de la périodisation tactique. Alors pourquoi je dis ça? C'est parce que c'est une approche non conventionnelle de l'entraînement et de la planification, et c'est une chose dans laquelle je suis dedans maintenant depuis presque 2 ans, et c'est aussi la direction qu'a pris Lyon, parce qu'ils ont changé de directeur d'académie il y a 4-5 mois. Et Lyon a décidé également de partir sur cette méthodologie-là. Donc, pour ceux qui connaissent un peu la périodisation tactique, c'est un gros changement par rapport à tout ce qui avait pu être fait avant, on va dire dans le monde, mais plus précisément dans le club dans lequel je suis. Donc, ça demande beaucoup de changements à faire, mais on a des coachs, encore une fois, qui veulent même aller plus vite que ce que moi je veux. Donc c'est génial. C'est ça, mais sur la périodisation tactique, c'est une question que j'ai mis à la fin, que j'aimerais qu'on revienne un peu plus tard, c'est sûr, là, parce que je sais que c'est ton dada, t'aimes naviguer là-dedans. Ok, donc merci. Donc je comprends mieux un peu ton rôle en ce moment. Donc, à travers tout ça, qu'est-ce que représente le foot, le soccer pour toi, Philippe? Depuis que tu as pris ce virage-là, depuis que tu es sorti un peu de ton cursus universitaire, tu t'es dit un jour, OK, j'embarque là-dedans. Ça représente quoi, en fait, pour toi, le foot, le soccer? Wow, c'est une question, Nabil. C'est presque un sujet de philosophie. Ça représente, comme je pense tout le monde qui est dans le domaine du foot ou du sport, c'est la passion, c'est
c'est l'envie de partager, c'est l'envie de faire la différence dans la vie des gens. Ouais. C'est le relationnel, l'aventure humaine, le sport en tant que tel qu'on aime, qui est le fil conducteur de tout ce qu'on fait. Et puis, ta question vient me chercher beaucoup parce que quand on fait un doctorat, quand on fait de la recherche et qu'on est passionné par le foot et par l'entraînement, se pose un moment un problème où tu peux plus être aussi bon que tu le voudrais dans les deux domaines parce que tu n'as plus assez de temps. Et arrive à se poser la question, quelle voie je choisis de manière permanente pour me permettre ou faciliter éventuellement ma progression dans un domaine précis, parce que à un moment donné, se partager, ça suffit plus. On n'a plus assez de temps pour progresser. Donc, j'ai choisi d'aller dans le foot par la passion, mais c'est aussi parce que je sentais que j'avais la capacité dans le foot d'appliquer tout ce que j'avais appris dans la science, en termes d'esprit scientifique, en termes d'expérimentation, en termes de raisonnement, en termes de curiosité. De recherche. Ouais. De recherche, exactement. Donc, en fait, toute ma formation universitaire m'a vraiment permis d'exploiter, je vais dire au mieux en ce qui me concerne, l'environnement du foot. Et comme j'ai commencé par la préparation physique, j'ai commencé par ça parce que c'est le côté le plus scientifique du foot, c'est la prépa physique. Et c'est ce qui me rejoignait le plus facilement. Mais derrière, j'ai jamais perdu cet état d'esprit-là d'expérimenter en permanence. Et moi, je pars du principe qu'un entraînement, c'est une vraie expérience. Exact. C'est une hypothèse de départ en disant, je vais mettre telle contrainte et puis je m'attends à un effet attendu, et puis je mets un protocole d'expérimentation qui est mon entraînement, mes contraintes, mes règles, mon nombre de touches de balle. Et puis ensuite, je regarde les faits observés, et donc c'est le résultat de l'expérimentation. Et à partir de ce résultat-là, on en tire des conclusions. Est-ce que c'était bien, pas bien? Est-ce qu'on doit changer des choses? Est-ce que ça a fait progresser les joueurs ou joueuses? Donc voilà, ça représente un peu tout ça. C'est une passion, un mode de vie. C'est un mode de vie, ça. Voilà, et en tant que personnalité, ça me complète bien parce que j'y retrouve un peu la recherche, le côté scientifique, universitaire. Universitaire, Nabil, tu le sais comme moi, c'est aussi un mot d'universalité. Donc, tu as une ouverture sur le monde et les connaissances extraordinaires. Donc voilà, j'ai retrouvé tout ça dans le foot, me permet de vivre tout ça. Exactement, excellent. J'aimerais bien commencer par une question qui me revient à l'esprit à chaque fois. Puis honnêtement, à chaque fois, je discute avec des amis éducateurs chaque jour, etc. Le talent, l'identification du talent. C'est quoi pour toi déjà un talent? Et déjà, est-ce qu'on peut différencier entre ce qui est lié à l'inné et de ce qui est acquis? Est-ce que tu peux nous en parler plus un peu du talent, honnêtement? C'est un sujet qui me fascine beaucoup parce que à chaque fois que je lis, j'écoute et tout, on dirait que je ne connais rien du tout. Alors j'aimerais bien voir Philippe s'exprimer sur le talent, Philippe. Tu as bien fait de me dire avant l'émission qu'on n'avait pas de temps limite. Ouais. Parce que c'est un sujet énorme. Alors, si j'étais un peu provocateur, je reprendrais le titre d'un livre qu'une Montréalaise a écrit il n'y a pas très longtemps, qui s'appelle Le talent est un mythe. Ok, oui, j'ai vu passer, oui. Ouais, tu l'as vu? Non, je ne l'ai pas lu. Tu l'as pas lu? Non, j'ai pas lu. J'ai vu passer, mais j'ai pas lu, honnêtement. Ça se lit très bien. Okay. Et bon, le talent, je trouve que le titre est très joli parce que c'est un mot qu'on utilise très très souvent et pour lequel il n'y a pas une définition très claire. Exact. Alors moi, je vais te donner ma définition qui est partagée par d'autres personnes, mais je peux comprendre qu'il y en ait d'autres. Et c'est marrant parce qu'il y avait une citation d'Ancelotti
sur laquelle je suis pas trop d'accord. Je pense aujourd'hui, j'ai vu ça sur les réseaux sociaux où ils parlaient de talent. Mais pour m'expliquer, le talent, c'est quelque chose de très dynamique. Donc pour moi, dans le talent, il y a une partie fixe et il y a une partie dynamique. Et la partie fixe, on peut y mettre ce que toi tu dis, Nabil, le côté, on va dire, alors inné, on va parler peut-être de génétique, mais qui reste relativement faible par rapport au côté dynamique. Alors, côté génétique, c'est tes gènes, la morphologie, comment tu vas grandir, est-ce que tu vas être plus épais, plus mince, est-ce que tu as certaines caractéristiques par rapport, pour un sportif et un footeux, les fibres musculaires par exemple. Donc il y a un côté fixe du talent, mais il y a une énorme partie dynamique. Alors la partie dynamique du talent, c'est tout ce qu'on connaît quand on est entraîneur et quand on est joueur. C'est le travail, la qualité du travail, l'environnement social, l'environnement familial, l'endroit où on est né. C'est la qualité des entraîneurs, c'est l'accompagnement par l'environnement familial, c'est est-ce que tes parents ont une voiture ou pas de voiture, est-ce qu'ils sont divorcés, pas divorcés. Tout ça, ça fait partie du côté dynamique du talent. Et qui ça fait peut être la passion aussi. Va... Oui, exactement. Donc, c'est le talent, on peut pas juste parler de talent, le talent inné et puis c'est tout, parce que ça voudrait dire que suffit pas. Puis ça voudrait dire qu'on peut rien y faire, c'est-à-dire que tu l'as ou tu l'as pas et puis c'est tout. Donc si c'était le cas, quelque part il y aurait même pas besoin d'avoir des entraîneurs de qualité. Exactement. Parce que si tu as le talent, tu es sûr de réussir. Or, on a tous des exemples de joueurs qui à la base avaient quand même des qualités où on sentait qu'il y avait quelque chose et qui ne sont pas arrivés. Et inversement, d'autres qui avaient peut-être moins de talent ou de capacité et qui, le côté dynamique de leur talent a fait la différence et leur a permis de faire des carrières de grande qualité. Donc, pour moi, le talent c'est ça. Et nous, entraîneurs, éducateurs, on a une énorme importance sur le côté dynamique du talent. Et ça veut dire qu'on a une influence qui peut être négative si on fait pas bien notre travail, mais qui, si on le fait bien, peut avoir un côté positif extraordinaire. Donc, si on résume tout ça, si j'ai bien compris, donc il y a un facteur intrinsèque, inné, et des facteurs extrinsèques dans l'écosystème qui va agir d'une façon ou d'une autre sur l'évolution, sur le développement du facteur intrinsèque. Exactement. Et il y a, je ne me rappelle plus de son nom, je m'en excuse, un philosophe scientifique qui parlait du talent, de la performance, de l'excellence, et qui avait une citation qui était superbe. Lui, il considère que le talent est banal, c'est que du talent, il y en a partout et c'est très ordinaire. Par contre, un environnement permettant d'exprimer son talent, c'est très rare. Et je crois vraiment en ça. C'est-à-dire que trouver le bon environnement avec, comme on disait, au niveau familial, nutrition, social, club, entraîneur, etc., finalement, c'est ça qui est rare, alors que le talent, quelque part, il est très, très ordinaire. Alors, voilà, je trouve que ça résume bien. C'est ça, exact. Puis, on peut dire aussi que si je résume bien aussi, c'est que les facteurs externes, c'est un environnement maîtrisé, alors que tout ce qui est intrinsèque, c'est non maîtrisé parce que c'est un don du ciel, c'est quelque chose en nous. Alors, la partie que tu évoquais tantôt, tout ce qui est extérieur aux qualités intrinsèques, ça reste la chose la plus importante pour faire évoluer au plus haut niveau un talent des qualités. Exact. Alors après, quand tu parles de contrôle, il est pas total ce contrôle-là, parce que quand tu es jeune, tu nais quelque part, t'as pas vraiment de contrôle dans la famille dans laquelle tu tombes. Tu as malheureusement des familles qui n'ont pas forcément les besoins. Tu as malheureusement des familles qui peuvent pas amener leur enfant au terrain de soccer parce que c'est trop loin ou quoi.
Et l'enfant peut pas maîtriser ça, peut pas contrôler ça. Donc il y a quand même un côté qui est subi. Maintenant, moi je le vois ici et je le prends de plein fouet au Sénégal. Et c'est là où on parle de culture aussi. C'est que au Sénégal, je pense que l'habillement dans la rue des gens, c'est à 70% des maillots de foot. Donc il y a tous les maillots de foot dans le monde, tu les retrouves ici. Ils sont tous habillés avec un maillot de foot. Et dès qu'il y a un endroit à peu près plat, ça joue au foot. Ça joue au foot, ça joue au foot, ça joue au foot. Donc il y a un accès au foot qui est illimité. Voilà, c'est partout, quoi. C'est illimité. Ils peuvent. Maintenant, c'est des parents, des familles qui n'ont pas beaucoup d'argent, qui n'ont pas forcément un ballon. Donc il y a souvent un ballon pour 30 ou 40 joueurs ou 50 joueurs. Et tu vois, ça crée au Sénégal, ça crée des joueurs quand ils arrivent dans notre environnement qui sont incapables de marquer des buts parce que ils n'ont jamais travaillé face au but, parce qu'ils n'ont qu'un ballon pour tout le monde et en fait, il n'y a jamais possibilité de faire des séances de frappe ou quoi parce qu'il n'y a qu'un ballon. Alors, quand ils arrivent dans notre environnement, faut leur redonner cette habitude, ce comportement face au but, des repères. De travailler l'efficacité, les repères, et puis de penser à marquer, quoi. Alors c'est assez particulier, mais tu vois, c'est un côté quelque part tu peux pas vraiment contrôler. Donc il y a une partie que tu peux maîtriser, c'est ton engagement, c'est la qualité de tes entraînements, en tant que joueur, en tant qu'acteur, et puis l'effort que tu mets, et puis l'implication que tu peux avoir, ça tu peux le contrôler sans problème. Excellent, parfait. Grand merci Philippe pour ça. Je vais enchaîner avec un autre. Tu vois, des fois il y a des questions directes, mais des fois il y a comme. Je veux qu'on partage un peu, je veux connaître, avoir ton point de vue. Il y a aussi un autre élément qui me chicote à chaque fois, l'intelligence de jeu. C'est un terme que souvent les gens utilisent, mais qui peut avoir une signification différente en fonction de celui qui l'utilise ou celle qui l'utilise. J'aimerais bien avoir ton avis sur l'intelligence de jeu. Que signifie pour toi l'intelligence de jeu, Philippe ? Alors, Nabil, tu as décidé de poser des questions qui sont super intéressantes, mais aussi qui demanderaient beaucoup de temps pour préciser. Mais alors, l'intelligence de jeu, comme le talent, il y a énormément de publications, de recherches pour essayer de caractériser, paramétrer, expliquer ce qu'on veut dire par intelligence de jeu. Alors, il y a des définitions un petit peu plus précises sur l'intelligence de jeu que sur le talent. Okay. Et moi, j'utilise plus cette expression intelligence de jeu que j'utilisais avant, mais maintenant, depuis quelques années, j'utilise plus cette expression. Je te dirai pourquoi. Mais l'intelligence de jeu, c'est la capacité. Alors, tu sais, il y a intelligence de jeu, il y a créativité, il y a reconnaissance de situation, il y a il a vu quelque chose que personne d'autre n'a vu. Okay. Donc, on met tout ça là-dedans. L'anticipation. Donc, on peut mettre énormément de choses là-dedans. Donc, ce que je vais dire n'est pas très original, c'est-à-dire que l'intelligence de jeu, pour moi, c'est de la reconnaissance de situation. Okay. Et d'avoir comment dire d'avoir pas une cohérence, mais je cherche le mot, une harmonie okay. entre tes capacités de compréhension de jeu et tes capacités techniques. C'est-à-dire que un joueur ne peut pas exécuter ce qu'il ne comprend pas. Ne peut pas reconnaître une situation s'il n'a pas les outils techniques pour les exécuter. Donc, par exemple, si je n'ai pas la capacité de jouer long, je ne vois pas pourquoi je vais regarder s'il y a une solution à 50 mètres à l'opposé, parce que de toute façon, je ne suis pas capable de l'exécuter. À partir du moment où je pourrais l'exécuter, peut-être que je vais lever la tête et peut-être que ça deviendra une option pour moi. Donc, chez les tout petits, par exemple, c'est impossible de demander à un jeune de 11 ans de jouer à l'opposé. On va fixer côté gauche, on va mettre un ballon de 40 mètres parce qu'ils vont pas regarder parce qu'ils sont pas capables de le faire. Donc il y a ce côté-là, quand tu as une harmonie entre ce que tu es capable de comprendre et d'exécuter,
tu t'approches déjà d'une compréhension du jeu importante. Et pour moi aussi, dans l'intelligence de jeu, ce qu'on oublie souvent, donc intelligence de jeu, c'est la capacité de reconnaître, la capacité d'exécuter, donc exécuter en fonction de la reconnaissance de la situation. Et la troisième capacité qu'on a souvent tendance à oublier, c'est la capacité d'inhibition. Et cette capacité d'inhibition, elle a une énorme importance si on parle d'intelligence de jeu. Alors, même si, encore une fois, j'aime plus trop cette expression, mais la capacité d'inhibition, c'est on le sait, ce qui rend ce sport magnifique, mais également très, très difficile, c'est qu'une situation dans le jeu n'est jamais figée, elle change en permanence parce que le ballon bouge, les joueurs bougent, et qu'en fait, quelquefois, quand on a pris une décision parce que ça nous semblait la bonne décision à prendre au moment où on l'a prise et qu'on est sur le point de l'exécuter, mais que la situation a changé, on doit avoir une capacité d'inhibition qui permet de dire c'est plus la solution, je dois changer et regarder autre chose. Et il y a beaucoup de joueurs qui n'ont pas cette capacité d'inhibition, c'est-à-dire qu'ils ont vu une solution et même si la situation a changé, ils vont quand même exécuter cette décision et généralement, c'est plus la meilleure décision qui était à prendre. Et souvent, nous, entraîneurs, ça nous fait dire force pas le jeu. Par exemple, c'est l'expression qu'on aime bien dire, le joueur qui force parce qu'il a pas réussi à inhiber la décision qu'il a prise. Donc, c'est pour moi les trois capacités qui illustrent l'intelligence de jeu. Mais à l'heure actuelle, je préfère parler de reconnaissance de situation plutôt que d'intelligence de jeu, c'est-à-dire comment un joueur peut bien reconnaître les situations et bien les comprendre, les situations. Et ça passe par l'entraînement, bien sûr, mais ça a un côté, je trouve, beaucoup plus terrain que intelligence qui est très abstrait. Donc, une situation au soccer, on en connaît tous, on les met tous à l'entraînement, en place. Donc, c'est quelque chose de concret. L'intelligence, c'est très abstrait. Et je trouve que ça illustre pas véritablement cette qualité que le joueur, sur laquelle on peut travailler en tant que joueur. D'accord. Donc, si je résume bien, la reconnaissance des situations, ce qu'on appelle souvent l'intelligence de jeu, si j'ai bien compris, Philippe, corrige-moi si je me trompe, elle est en corrélation positive avec la capacité sur le plan technique à exécuter des situations diverses. C'est-à-dire que si, comme tu l'as expliqué tout à l'heure, si je vois, j'ai reconnu une situation qu'à l'opposé, il y a de l'espace, il n'y a pas d'adversaire, donc, mais j'ai un coéquipier, mais que si je ne peux pas jouer lent, c'est-à-dire que techniquement parlant, je ne peux pas exécuter, donc la reconnaissance de situation, elle n'est pas à ce moment-là intéressante. C'est ça, si j'ai bien compris, Philippe? Exactement. Et dans l'entraînement, tu vois, tu t'amènes vers la planification, le développement des joueurs, c'est-à-dire que tu dois mettre les joueurs dans des situations qui sont contextualisées, c'est-à-dire qui ressemblent à du soccer, et on doit les mettre dans les multiples situations qu'un joueur va rencontrer en match, parce que s'il n'a jamais vu cette situation-là, il ne va pas la comprendre, et s'il la comprend pas, il ne va pas pouvoir exécuter non plus. Alors, c'est sûr que tout est lié, compréhension, exécuter, mais pour moi, un joueur qui est intelligent dans le jeu, c'est quelqu'un qui est capable de prendre l'information, de reconnaître la situation, de la comprendre et d'utiliser le bon outil pour trouver la solution à cette situation, au problème qui est posé. Donc, mais pour si, moi, c'est ça. Ouais. Ouais, c'est ça, ok. Mais si on transfère un peu, on fait le parallèle aussi, pas juste sur l'aspect technique du jeu, mais dans l'aspect compréhension des partenaires, des coéquipiers. Ça va valoir quoi, la reconnaissance des situations, si les coéquipiers ou mes partenaires n'ont pas la même capacité. Je te donne un exemple. J'ai un ballon, je suis porteur, il y a un espace dans le dos des défenseurs adverses, mais que mes attaquants ne proposent pas des solutions, ne proposent
ne font pas des courses dans le dos. À ce moment-là, ça serait quoi? Puisque tout à l'heure, on a parlé beaucoup de l'aspect technique. Je ne peux pas réaliser un geste, mais dans la compréhension versus mes coéquipiers, l'intelligence du jeu ou la reconnaissance des situations. Comment toi, tu le vois par rapport à la synergie entre les coéquipiers, puis le degré de reconnaissance ou je ne sais pas si je me suis bien exprimé, mais si. C'est ça. Comment toi, tu peux expliquer ça quand on n'est pas au même niveau d'intelligence ou de reconnaissance? Comment on peut... Il y en a un où il y a certains joueurs qui vont s'emmerder. Donc, exact. ils vont s'emmerder, ils vont pas s'épanouir et ils vont perdre leur temps. Donc ça, on y est quelquefois confronté dans nos équipes et c'est là où ça va être intéressant dans les équipes de jeunes d'éventuellement surclasser ou alors pour un jeune de changer d'environnement et d'aller dans un environnement où les joueurs comprennent mieux le jeu. Alors, je vais donner quelques exemples. Toi, je disais la capacité d'inhibition. Donc, un joueur qui aurait certaines capacités, qui voit le jeu entre deux, capable de jouer dans le dos de la défense, mais l'ailier, par exemple, fait pas la course dans le dos. Si tu as un joueur qui a une capacité d'inhibition forte, il va pas mettre le ballon dans l'espace parce qu'il n'y a pas eu l'appel. Ouais, c'est ça. Donc, c'est à lui qu'est-ce qu'il va faire? C'est qu'il va jouer latéral ou il va jouer vers l'arrière. Alors, ça fait pas progresser l'équipe. Lui, ça le met pas en valeur, bien sûr. Et il va y avoir de la frustration. Et soit il va se décourager, soit il va partir, soit il va arrêter, mais il va plus progresser. Alors là, tu mets le doigt, bien sûr, Nabil, sur le fait qu'un joueur, dans un sport collectif, et notamment dans le foot, un joueur ne peut pas se développer s'il est le seul à progresser, les autres ne progressent pas. C'est-à-dire qu'il a besoin des autres pour s'exprimer. Et meilleurs seront les autres et mieux il pourra s'exprimer et plus facilement il pourra montrer ses qualités. Alors là, on rentre dans le rôle, le rôle encore évident bien sûr de l'entraîneur, comment développer un joueur dans un collectif. Mais quand j'entends encore beaucoup de gens qui disent on fait du développement individuel, mais au foot, tu peux pas faire de développement individuel sans avoir un développement collectif. Et en fait, le développement individuel va partir du collectif. C'est-à-dire qu'un joueur ne peut pas se développer individuellement, ne peut pas illustrer sa compréhension du jeu s'il n'y a pas une intention collective avant. Donc, c'est l'intention collective qui va déterminer l'intention individuelle et pas l'inverse. Et c'est pour ça que quelquefois, quand on va observer par exemple un joueur pour un recrutement ou pour une évaluation de performance, c'est difficile d'évaluer un joueur parce que tu ne sais pas ce que l'entraîneur veut faire, tu ne sais pas c'est quoi l'idée de jeu de l'équipe. Et tu vas peut-être dire ouais mais je comprends pas, l'arrière latéral il passe jamais le milieu de terrain. C'est parce que peut-être l'entraîneur il a demandé à ce qu'il dépasse pas le milieu de terrain. Ou il est pas capable de faire un overlap. Ouais parce que il a peut-être pas un ailier, il a un ailier qui mange la ligne, qui rentre jamais vers l'intérieur, donc il a jamais la possibilité de le faire. Donc ça veut dire que le joueur individuellement va s'exprimer par rapport à l'intention collective. Et ça, on rentre après dans l'aspect cognitif, dans la création de circuits neuronaux, dans la création des capacités inconscientes du joueur. Alors là, on pourrait en parler encore des jours. Mais si j'avais un message à passer là, ce serait véritablement déjà définir l'intention collective de l'équipe. Et après, on pourra aborder la performance individuelle. Mais c'est pas la performance, c'est pas dans l'autre sens. Exactement. Donc, ce qui répond à ta question de dire que si les autres ils comprennent pas trop comment ils doivent jouer, individuellement il pourra pas faire grand chose le joueur. C'est pour ça que le débat revient souvent le travail analytique pur et dur versus le travail sous forme jouée, etc. Donc on en parle assez souvent. Donc si on fait, il y a un aspect intéressant du travail analytique, à savoir répéter pour la maîtrise technique, mais tout se fait, à chaque geste que je fais sur un terrain, il doit répondre à une solution d'une situation donnée, etc. Donc on ne peut pas faire une passe pour faire une passe, mais ça doit répondre à
une philosophie de jeu ou peu importe là, exact. Donc ça doit être en permanence contextualisé et dans l'idéal contextualisé par rapport à ta manière de jouer. Exact. Mais comme tu l'as dit, Nabil, faire des passes pour faire des passes, tu fais pas du foot, tu fais juste une amélioration d'un geste technique, mais un geste technique isolé, c'est pas du foot. Ça sert à rien, exact. Donc voilà, il faut mettre dans le contexte. Parfait. Récemment, j'ai lu une entrevue, honnêtement, je ne me rappelle pas, je pense à un Espagnol, un formateur, il est passé par Barcelone, je ne me rappelle pas de son nom, honnêtement, c'est un Basque, si ma mémoire est bonne, et donc c'est pour ça que son nom est compliqué, plus compliqué que le mien. Il a dit une phrase, honnêtement, ça aussi, ça m'a interpellé, et il a dit « Jouer pour l'autre ». Avant de jouer avec l'autre. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur cette phase-là? Jouer pour l'autre avant de jouer avec l'autre. C'est très philosophique et j'ai fait cette phrase-là en long et en large et honnêtement, on peut l'interpréter de plusieurs façons. Donc j'aimerais bien savoir ce que tu en penses sur ça, Philippe. Alors, c'est pas étonnant quelque part que ce soit un entraîneur espagnol qui est sorti cette citation parce que en fait on rentre quelque part dans la philosophie, si on peut dire, ou l'approche du jeu de position. C'est-à-dire que jouer avec l'autre veut dire que tu vas avoir le ballon, tu vas échanger le ballon, c'est jouer avec lui. Mais jouer pour l'autre, c'est surtout accepter de faire des déplacements tout en sachant qu'on ne va pas recevoir le ballon. Le ballon, oui. C'est se sacrifier pour l'autre. Voilà, c'est quand on est dans le jeu de position, on le sait, c'est comment je peux créer un espace, comment je peux apparaître dans un espace, mais je vais apparaître dans un espace parce qu'il a été libéré par un coéquipier qui, lui, n'aura pas le ballon, mais il permet de créer un espace pour un autre coéquipier qui, lui, va recevoir le ballon. Donc, c'est le côté, je joue pour mon coéquipier, et pour permettre à mon coéquipier de jouer avec un autre, parce qu'ils vont s'échanger le ballon, et puis on pourrait même compléter c'est jouer pour, avec, et ensuite contre l'adversaire, bien sûr. Donc, c'est vraiment cet esprit de... Vous le savez très bien, il y a 90% des déplacements d'un joueur de soccer, c'est pas, enfin, il va pas recevoir le ballon. Donc, il y a 90. Donc ça veut dire que c'est un sport et quelquefois les joueurs l'oublient un peu. C'est un sport où on se sacrifie beaucoup, où on fait beaucoup d'efforts pour toucher le ballon, peut-être 3 minutes par match quand on l'a touché beaucoup. Voilà, et pourtant tu as couru 12 km et tu as touché 30 fois le ballon et moins de 3 minutes en 90. Donc c'est ça le pour l'autre. Et donc c'est une approche différente avec l'autre où on rentre dans une autre dynamique de soutien, de troisième homme, etc. Excellent. Voilà. Ça me parle. Je vais revenir un peu sur le jeu. Honnêtement, quand on regarde les matchs d'il y a 50 ans, 60 ans, puis on regarde les matchs des années 90 plus et on avance, on voit bien on apprend rien aux gens que le foot a connu un essor incroyable. Une genre d'évolution et de révolution même de certains éléments qui constitue le jeu. Donc selon toi, dans cette évolution ou révolution du jeu, du soccer, des matchs et tout, quel serait l'élément qui a le plus révolutionné un peu le foot? Et on le voit maintenant sur les écrans, ça va trop vite, même maintenant ça a obligé un peu la FIFA et tout le système d'utiliser le VAR et tout, parce que ça va vite, les ballons sont plus légers, les joueurs sont physiques, ça va très, très vite. Selon toi, quel élément qui a fait le plus évoluer le foot ou révolutionner d'un autre sens là? Selon toi, c'est quoi? Alors, ça serait quoi? Un ou deux éléments, ça peut être plusieurs, mais un élément marquant. Ouais, mais alors,
Je l'ai en tête, mais je ne sais pas quel terme utiliser, parce qu'on pourrait utiliser deux termes. Mais rapidement, c'est que pour ceux qui ont suivi ou qui s'intéressent à l'évolution de la tactique et des systèmes de jeu au cours de l'histoire, on se rend compte qu'il y a les systèmes de jeu ont évolué, donc l'aspect tactique du jeu a évolué. On n'est pas passé de la première Coupe du Monde en 1933 et la manière de jouer. Pour rappel et pour l'anecdote, le premier système de jeu qui est vraiment apparu de manière officielle, c'était le 1-1-8. Donc, il n'y a plus beaucoup d'équipes qui jouent en 1-1-8. Mais par contre, il y a beaucoup de variations. Ouais. Donc, on ne peut pas dire que c'est une révolution, comme tu l'as très bien utilisé le mot. Ce n'est pas la tactique qui a révolutionné. Okay. Pour moi, ce qui a révolutionné, c'est la science. C'est la science à travers, enfin, qui est illustrée à travers la préparation athlétique. C'est-à-dire qu'on a eu un véritable boom et changement de contexte du jeu à partir du moment où la préparation physique a appliqué ce que la science donnait. Et là, on parle du milieu des années 90, début des années 2000, où là, il y a eu une vraie révolution en termes de préparation athlétique qui a accéléré le jeu, qui a accéléré la force et qui a réduit les espaces, réduit le temps d'exécution. Donc, il a fallu suivre. Donc, ça entraînait une exécution plus rapide. Il fallait faut techniquement être meilleur. Faut dans la compréhension du jeu, on en parlait, reconnaître plus vite les situations. Donc c'est vraiment ça pour moi qui a initié cette révolution que tu dis du jeu qui date depuis maintenant, je dirais, une vingtaine d'années où on est vraiment passé dans une autre dimension. Alors après, ça a été accompagné de l'aspect mental, de l'aspect tactique où les coachs ils changent de système en cours de match, ils changent de système en fonction de le ballon où est sur le terrain. Et maintenant, on est dans une révolution cognitive, c'est-à-dire qu'à l'heure actuelle, on connaît de mieux en mieux comment le cerveau fonctionne, comment on peut apprendre et comment on peut devenir inconsciemment compétent. Donc, j'ai encore été long pour répondre à une question relativement simple, mais science et préparation physique. Exact. Honnêtement, ça rejoint ce que j'échange avec des collègues et tout. C'est vraiment l'aspect physique parce que c'est avec ça que tout est devenu très rapide, plus costaud, plus fort et parfait. Dans le même sens, on voit bien que les dernières années aussi, si on parle d'évolution, des révolutions, il y a le data, la vidéo qui prend de plus en plus de place dans la formation des joueurs, dans la préparation d'avant-match, etc., dans le très haut niveau. Ça serait quoi, selon toi, le prochain élément révolutionnaire, en plus de la vidéo, du data, des performances physiques et tout? Ça serait quoi, selon toi? Qu'est-ce qui peut encore faire progresser le foot? Il y a encore beaucoup de voies, heureusement, c'est ça qui est passionnant. Alors, j'en donnerais 3. Et là, je rentre pas dans le côté état d'esprit des entraîneurs, mais le premier, c'est l'intelligence artificielle. Et là, on rejoint les datas, comme tu disais, c'est-à-dire d'avoir des datas qui sont encore plus prédictives, qui permettent une analyse encore. Parce que dans les datas, le gros problème qu'on a à l'heure actuelle, c'est que c'est souvent des données statistiques, mais c'est pas des données sur les intentions de jeu, sur les situations. Exact. Donc l'intelligence artificielle commence à être de mieux en mieux là-dedans. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est au niveau de la réalité virtuelle, où là, il y a de plus en plus de joueurs, gardiens, n'importe quelle position, qui s'entraînent en réalité virtuelle. Donc, ça permet parce que le joueur de foot est d'abord, comme peut-être tout être humain, mais on entraîne d'abord les cerveaux avant d'entraîner le corps. Exact. Donc, la réalité virtuelle, ce qui a ça d'extraordinaire, c'est que il n'y a pas de fatigue physique, il n'y a plus de fatigue cognitive. Oui. Donc, on est quand même capable, un joueur même blessé, est capable de progresser en utilisant des masques,
des casques ou des lunettes de réalité virtuelle. Donc, il y a de plus en plus de clubs maintenant qui développent leur propre programme de réalité virtuelle. Donc ça, c'est une voie qui est déjà en route et de plus en plus utilisée. Donc ça, c'est le deuxième que je vais mettre un petit peu en parallèle avec la robotique. C'est-à-dire, alors je ne sais pas si on ira jusque-là, mais il y a 3 ans, j'ai été contacté par une entreprise allemande qui avait mis au point des robots. Des robots, donc joueurs de foot, et en fait ces robots-là, tu pouvais les programmer pour faire jouer une équipe adverse de la manière que tu voulais. Donc tu les programmais, voilà le type de déplacement et tout, et ils louaient les robots. Donc tu pouvais louer les robots. Donc c'était une voie de développement qui est aussi, voilà, jusqu'où ça ira, ça, je ne sais pas. Mais c'était une chose. Et la dernière chose, c'est, je dirais, d'encore plus faire le transfert entre ce qu'on connaît du fonctionnement du cerveau, de la mémoire, de la création, de la plasticité neuronale, et qu'on soit capable de l'appliquer de manière encore plus précise à l'entraînement. C'est-à-dire que maintenant, on connaît qu'il y a des pédagogies différentes, on a une bonne compréhension quand même, je pense, du fonctionnement du cerveau, au moins en termes d'apprentissage et de rétention de l'information. Mais le transfert en termes de qualité d'entraînement, il y a encore des choses, je pense, qu'on peut énormément améliorer sur la complexité des entraînements, à quel moment. On sait maintenant qu'une bonne planification prend en compte la complexité de l'entraînement, donc prend en compte la fatigue cognitive et quel type d'entraînement, quel type de jeu tu dois mettre en début d'entraînement ou en fin d'entraînement, basé sur la complexité de l'entraînement, parce que au bout du compte, encore une fois, c'est le cerveau qu'on entraîne avant d'entraîner le muscle. Exactement. Et ça, pour moi, c'est la prochaine évolution. Là, je ne parlerai pas de révolution parce que je pense que ça a déjà commencé, mais ça va être une évolution importante, l'aspect cognitif du joueur et de l'entraîneur. Excellent. C'est ça me fait penser aussi à, quand on parlait tout à l'heure, tu me parlais des masques, c'est ça, le truc visuel. Michael Bouli, l'entraîneur des gardiens de but du Paris FC, lui, dans sa façon de faire, honnêtement, j'aime beaucoup cet entraîneur-là qui est un chercheur en parallèle, pas juste un entraîneur spécifique gardien de but. Justement, il a introduit il y a environ 2 ans. Puis ils font des spécifiques d'environ 20 minutes par séance, ou des fois même avant un match dans le vestiaire avec un masque où tu vois le gardien visualise des situations où tu le vois un peu mimer un plongeon, etc. en étant dans un vestiaire. Honnêtement, je vois que les choses avancent très bien, puis qu'on a hâte de voir un peu les prochaines années, les prochains mois, comment les choses vont évoluer. Puis tant mieux si ça va donner plus de choses intéressantes sur un terrain de foot. J'aimerais bien maintenant passer à quelque chose qui me concerne directement, puis que j'apprends à tous les jours, honnêtement, même après mes 50 années et plus, là, donc j'apprends tous les jours. J'aimerais bien savoir, concernant le cheminement du joueur. Le joueur, il passe par plusieurs étapes de son cursus de développement. On parle d'école de foot, de pré-foot, de formation. J'aimerais bien savoir, les éducateurs, en fait, par rapport à chaque cycle de formation, comment toi, tu vois le profil de chaque éducateur versus chaque étape de développement, à l'école de foot, à la pré-foot, à la formation? Ça serait quoi une des qualités de ces éducateurs-là ou de ces entraîneurs-là, dépendamment de quel cycle on parle? Comment toi tu vois ça, Philippe? Toi qui es passé par l'Impact de Montréal, où tu avais une académie, tu as lancé l'académie et tout, là, donc quand tu recrutais, j'imagine que tu avais des profils que tu recherchais en fonction des âges. Ça serait quoi tu mettais quoi en relief par rapport à ça? En relief, c'est la connaissance du type d'animal qu'on a en face de nous.
nous sommes des mammifères qui avons un développement tardif par rapport à beaucoup d'autres animaux. Et il faut que l'éducateur connaisse. J'utilise le terme animal parce que ce sont pas ces jeunes garçons, quelque part. Ça nous dit pas l'âge, et comme jeune adulte non plus. Jeune adulte, est-ce que ça veut dire 18, 20 ans, 25 ans, on n'en sait rien. Donc en fait, c'est avoir une connaissance du joueur, de l'être humain qu'on a en face de nous. Donc il faut avoir des entraîneurs par rapport aux catégories d'âge qui comprennent c'est quoi l'animal qu'ils ont en face d'eux. Il y a des choses à 4 ans qu'ils peuvent faire, qu'ils peuvent comprendre, d'autres qui ne peuvent pas faire ni comprendre. Et tout au long de leur cursus de développement, comme tu l'as dit, de l'initiation, le côté débutant, préfo, formation, post-formation. Et un joueur peut se développer jusqu'à sa mort, quelque part. Exactement. Donc, parce que le cerveau, on peut construire des choses, mais il a aussi cette capacité à se déstructurer pour se restructurer d'une autre manière. Donc, on peut apprendre en permanence et on peut acquérir des habilités en permanence. Et chez les plus jeunes, bien sûr, on le sait, c'est ce qu'on dit toujours, c'est l'âge d'or chez les plus jeunes parce qu'ils apprennent très vite. Mais un bon éducateur, par rapport aux catégories d'âge, c'est qu'est-ce qu'ils peuvent apporter aux jeunes, qu'est-ce que les jeunes ont besoin. Et quelque part, alors je mets le terme exigence entre guillemets, mais les exigences qu'ils peuvent avoir sur ces jeunes-là et qu'est-ce qu'ils peuvent en attendre de leur performance. Et l'erreur que souvent des éducateurs font, c'est qu'ils ont des exigences trop élevées par rapport à la population qu'ils ont, aux besoins. Donc, quand tu es dans une structure où tu as beaucoup d'entraîneurs, toi, tu dois t'assurer que la méthode que tu mets en place, que le process que tu mets en place serve de garde-fou pour les éducateurs qui voudraient aller trop loin par rapport aux réelles capacités des jeunes qu'ils ont en place. Donc, en termes de planification, d'atteinte d'objectifs, d'indices de performance, tu vas adapter ces indices de performance, tu vas adapter les objectifs d'un mésocycle ou d'une séance par rapport à la population qu'on a. Et ça oblige quelque part, s'il y a besoin, ça guide l'éducateur sur les choses auxquelles il doit faire attention. Parce que ça reste, on le sait très bien, ça reste des jeunes où on veut qu'ils tombent en amour avec le sport, on veut qu'ils restent motivés, on veut qu'ils prennent du plaisir. Et ça passe par des attentes qu'on a auprès d'eux qui ne soient pas disproportionnées, sinon ils se découragent. Okay. Donc voilà, c'est surtout ça. Et puis il y en a qui sont vraiment naturellement faits pour ça, pour certaines catégories, et d'autres qui sont plus faits pour d'autres catégories. Et ça ne veut pas dire que ceux qui sont dans les entraîneurs qui sont dans les catégories avec des gens plus âgés, ça ne veut pas dire qu'ils sont meilleurs que les autres, mais ils ont des compétences qui sont différentes et qui sont peut-être mieux adaptées à une population qu'une autre. Donc, c'est ça qu'il faut faire attention. Ok, excellent. Parfait. Pour toi, Philippe, c'est quoi un bon joueur? C'est quoi pour toi un bon joueur? Des fois, on parle, puis on dit, OK, lui, c'est un bon joueur. Mais je parle pas du poste, honnêtement. Un bon joueur. Puis, à partir de quel âge on peut dire que ce joueur-là, il a un avenir prometteur? Ça promet, ce joueur-là, puis qu'on s'attend à ce que dans 5 ans, 6 ans, il va sortir la tête de l'eau, puis il va exploser. Est-ce qu'il y a des signaux, déjà? Est-ce qu'il y a des comportements? Est-ce qu'il y a des attitudes? Puis surtout, j'aimerais bien savoir, un bon joueur pour toi, c'est quoi? Alors, on va répondre à cette dernière question. C'est quoi un bon joueur? Ça va résumer un petit peu ce qu'on a dit auparavant. Donc, c'est un joueur qui reconnaît bien les situations et qui va avoir la bonne intention par rapport à la situation. L'exécution est très secondaire chez les plus jeunes, c'est-à-dire que l'intention peut être bonne, mais l'exécution
pas très bonne, mais c'est pas grave. C'est l'intention qui compte chez les plus jeunes. Après, plus on monte dans l'âge et plus l'exécution doit être bonne aussi, parce que si tu as juste l'intention, ça suffit pas. Ouais, exact. Donc c'est un bon joueur, c'est quelqu'un qui reconnaît bien, qui exécute bien ou qui a la bonne intention. Mm-hmm. Et puis, comme tu l'as dit, tu as un peu donné tous les mots-clés, Nabil. C'est un joueur qui est capable de jouer pour les autres, avec les autres, qui est capable de s'adapter aux situations, aux circonstances. Donc, ça veut dire qu'il y a une réflexion sur le jeu. Et puis, si on va plus loin, c'est un joueur qui est capable de plus en plus à l'heure actuelle, c'est un joueur qui est capable de dépasser sa tâche initiale. Okay. Tu vois, on dit souvent à la rigolade, il y a les joueurs les pires pour un entraîneur, c'est les joueurs qui font que ce qu'on leur dit, que ce qu'on leur dit de faire. Et la deuxième catégorie des pires joueurs, c'est ceux qui ne font jamais ce qu'on leur dit de faire. Et en fait, le bon joueur, c'est celui qui est capable de faire ce qu'on lui dit de faire, mais qui est aussi capable de faire ce qu'on lui a pas dit de faire. Exact. Parce que ça veut dire qu'il s'est adapté à des situations qui n'étaient pas prévues et qu'ils ont reconnues et auxquelles ils ont été capables de donner une réponse. Excellent. Donc, toi, c'est vraiment très global. Et ce côté générosité dans l'effort, cette disponibilité, dans le foot de haut niveau, c'est très très rare les joueurs maintenant qui peuvent faire une carrière que sur une reconnaissance et exécution, mais sans faire d'efforts. Bon, on en connaît quelques-uns. Messi en est le parfait exemple, mais ça reste des exceptions. Maintenant, tous les joueurs doivent faire des efforts, doivent se rendre disponibles, doivent se sacrifier quelque part pour les autres. Okay, et c'est ça qui fait un bon joueur. Ok. Excellent, c'est parfait là, ça me va très bien. Philippe, je veux en venir à un poste qu'on n'a pas parlé encore, qui m'est très cher, à savoir le poste du gardien de but. C'est quoi ta vision sur le gardien de but ? Comment pour toi, un gardien de but modèle et moderne dans un collectif, ça serait quoi son travail ? Ça serait quoi ses aptitudes, ses capacités ? Ou sa principale qualité? Je sais, on en a parlé une fois quand on s'était vu lors d'un échange à la Fédé. On a parlé, tu avais des statistiques, etc. Mais des fois, les statistiques, ça ne suffit pas. J'aimerais que tu m'en parles un peu. J'aimerais bien avoir ton avis sur ce poste-là. Alors, j'ai un avis qui est peut-être à contre-courant, si on peut dire. Pas grave. Bon, le gardien, bien sûr, il a un rôle particulier, mais comme tous les autres joueurs sur le terrain, chaque joueur a un rôle particulier, le gardien aussi. Et on parlait d'évolution du jeu, Nabil, il y a pas très longtemps, et pour moi, une des évolutions qu'on voit, c'est le poste exact. Qu'on commence à voir et je regardais, c'était la Saint-Gilloise, le club belge, ouais. qui marche très bien. Eux, en phase de construction, quand ils sont bloc quand même haut, ils ont une plateforme en 3-2 et en 3-2-5 et le 3 est constitué par le gardien. Okay. C'est-à-dire qu'on a un gardien qui est au niveau du rond central et qui s'intercale et ça permet bien sûr d'avoir un joueur supplémentaire un peu plus haut sur le terrain. Ce que faisait Onana avec l'Ajax. On en a avec l'Ajax Amsterdam, honnêtement, il était là entre les deux axiaux, puis lui était tout le temps dans l'axe là, puis un vrai joueur de champ. Exactement. Donc le gardien devient de plus en plus un joueur de champ. Et il y a de plus en plus d'équipes. Alors, des équipes ne sont pas forcément super connues, mais comme Magdebourg, comme Kiel en Allemagne, je trouve que les Allemands sont très innovateurs dans leur approche tactique et notamment sur les gardiens où je pense qu'ils ont un temps d'avance sur le reste du monde. Exact. Et pour moi, le rôle du gardien maintenant, c'est plus simplement
d'arrêter les ballons. C'est-à-dire que de la même manière qu'un attaquant, on ne peut plus juste avoir un attaquant qui était à l'époque de Trezeguet, des Inzaghi, que tu voyais que dans les 18 derniers mètres, alors ils étaient bons, mais à l'heure actuelle, le soccer, de la manière dont il évolue, on parlait de l'aspect physique, etc. Et on l'a vu avec PSG récemment, où ils avaient 3 joueurs qui travaillaient un peu moins que les autres, et au plus haut niveau, tu peux plus, quoi. Tu peux plus avoir des joueurs qui participent pas au jeu et qui disparaissent du jeu quand ils n'ont pas le ballon, par exemple. Le gardien, c'est le côté inverse, et il doit être super utile quand l'équipe est en possession aussi, alors qu'avant, il était surtout utile quand on n'était pas en possession. Et donc, le gardien devient un joueur de champ, comme tu le dis, Nabil, avec une particularité, c'est qu'il faut qu'il arrête les ballons, et quelquefois avec la main. Mais ça veut dire qu'également, le rôle de l'entraîneur de gardien, pour moi, il doit changer. Un entraîneur de gardien qui ne fait que du travail spécifique, décontextualisé, et qui, après 20 minutes d'échauffement ou de travail avec les gardiens, s'assoit sur le banc et puis attend que le reste de la séance se passe, pour moi, il fait plus son travail maintenant. Donc, un entraîneur gardien, c'est un adjoint, c'est un assistant, c'est un entraîneur assistant qui a une spécialité pour les gardiens, mais c'est un entraîneur assistant, donc c'est quelqu'un qui doit comprendre le jeu, qui doit être capable de corriger le gardien, de l'accompagner quand il joue plus haut, parce que le gardien, c'est le premier relanceur, il doit casser des lignes, il doit commander, il doit faire toutes ces choses-là. C'est-à-dire que l'entraînement du gardien passe maintenant de plus en plus par le jeu, et pas juste par le spécifique. Et pour moi, un des problèmes du développement du gardien, pourquoi on dit souvent que les gardiens, ils arrivent à maturité beaucoup plus tard que les autres joueurs, c'est tout simplement parce que les gardiens, on les met tellement moins souvent dans un contexte de jeu, à l'entraînement, que l'expérience de jeu, ils en ont nettement moins que les autres joueurs, parce que pendant que les joueurs ils jouent au foot, eux, ils font de l'entraînement de gardien. Mais justement, donc, c'est pour ça. Vas-y, Nabil. Excuse-moi, Philippe, mais justement, il faut voir aussi le problème à l'inverse. Ça veut dire que j'étais pour faire justement le cours UEFA gardien de but, et justement, maintenant, la tendance UEFA département gardien de but, c'est de faire baisser le pourcentage de spécifiques gardiens de but avec son entraîneur, et de parler de plus en plus d'intégrer. Sauf que Pat Bonner, c'est lui tu te rappelles de l'Irlandais, le gardien irlandais Pat Bonner, Philippe, là, le gardien emblématique de l'Irlande du Nord. C'est lui qui est le chef de département gardien de but UEFA. Lui, dans sa philosophie maintenant, c'est justement d'impliquer de plus en plus les gardiens de but en mettant moins l'emphase sur le spécifique, comme tu le disais, sauf que ce qu'il nous a dit, le plus gros travail qui reste à faire, c'est de convaincre justement les entraîneurs en chef à faire confiance à leur entraîneur de gardien, justement de prendre ces petites parties-là. Sauf que dans la formation d'entraîneurs de gardien de but, genre UEFA, comme l'UEFA, ce qu'on a fait honnêtement, c'est quasiment une formation d'entraîneur tout court. Parce qu'on fait des séances à 11 contre 11 sur 2 tiers du terrain, sur tout le terrain. Et parce qu'on parle très peu du gardien de but, on parle beaucoup d'animation défensive, offensive et tout. Et à ce moment-là, justement, ils veulent que l'entraîneur du gardien de but, comme tu le disais si bien tantôt, il devient une partie prenante. Sauf que, selon moi, honnêtement, mon humble et modeste avis, les entraîneurs en chef ne sont pas encore aptes et prêts à laisser un peu de place à ces entraîneurs de gardiens de but, entre parenthèses, qui doivent être qualifiés, bien sûr, parce qu'on ne peut pas laisser... moi, honnêtement, quand je travaille, la sortie de zone, la sortie de balle, exemple, je le fais avec 3 gardiens, un à droite, un à gauche, un dans l'axe. Et c'est sûr que le taux de réussite il est élevé parce que on a très peu d'opposition, même si je mets un gardien pour jouer le rôle d'attaquant, mais je dirais pas que c'est pas réaliste, mais on est loin de la réalité qui peut se produire. Alors que si je fais le même exercice avec des vrais défenseurs, de vrais attaquants, honnêtement, la donne elle change parce qu'on est vraiment dans le contexte réel. Et je pense que c'est pour ça que il y a du travail à faire dans les deux sens, c'est-à-dire que il faut que les entraîneurs de gardiens soient de plus en plus outillés, formés dans le jeu, dans les systèmes de jeu, dans les animations et tout, mais en même temps, il faut que les entraîneurs en chef fassent de plus en plus confiance pour justement
Des fois, on parle de gestion de profondeur, Philippe. Gestion de la profondeur, on peut la faire de façon analytique, mais le pourcentage de réussite, il est tellement énorme quand on le fait entraînement spécifique proprement dit. Mais ce genre de travail-là, il faut le faire avec un minimum de 12, 14, 16 joueurs parce que il faut gérer la profondeur en ayant des défenseurs plus hauts, jouer dans le dos. Donc déjà, tu vas corriger l'orientation, le placement du gardien de but au départ. Donc déjà, il y a un travail qui doit se faire avec les entraîneurs en chef. Et c'est ça le cheval de bataille de l'UEFA maintenant, département gardien de but. C'est d'essayer de changer la tendance qui est actuellement de faire moins de spécifiques, comme tu le dis. Et c'est pour ça que, effectivement, en mettant plus de formes intégrées et de semi-intégrées, ben, c'est sûr qu'on va aller dans un autre contexte de formation de gardien de but. Je suis tout à fait d'accord avec toi parce que c'est une réalité. Et donc, faire trop de spécifiques individuellement à 2 à 3, c'est bien, mais ça ne répond pas. C'est toujours, il faut être dans le jeu, dans le contexte du jeu. Et c'est pour ça que l'Allemagne, tu as cité tout à l'heure l'Allemagne, est en avance, mais également la Suisse. La Suisse, honnêtement, ils s'inspirent beaucoup de la philosophie allemande, aussi dans la formation d'entraîneurs de gardiens de but. Ils sont vraiment une coche au-dessus parce que justement, ils parlent beaucoup, ils font beaucoup de situations intégrées. Et ça se voit, regarde le nombre de gardiens suisses, même si la Suisse, c'est 200 000 membres, c'est quasiment le Québec, mais ils ont 4-5 gardiens en Bundesliga, ils ont 3 gardiens en France, alors qu'ils ont 200 000 licenciés. Donc c'est quand même... Mais c'est bien, je suis complètement d'accord et je suis content que tu cernes le sujet vraiment du bon côté. Puis j'espère que les entraîneurs en chef font de plus en plus confiance. Ou bien ils demandent, ne serait-ce, ils restent autour d'une table pour préparer des séances où on va mettre l'accent sur certains aspects. Même les centres, exemple, on veut travailler les centres aériens. Ben, quand on le fait de façon analytique, ben, la réussite, elle est énorme. Et quand on revient, on se retrouve sur un terrain. Il y a tellement d'incertitudes sur les centres, le mouvement des défenseurs, des attaquants, la communication, que honnêtement, on est quasiment dans un autre monde par rapport à ce qu'on vient de faire dans une phase analytique, dans une séance spécifique là. Mais je suis content que tu vois la chose ainsi parce que c'est vers ça qu'on veut aller dans les prochaines années et j'espère qu'il va y avoir un travail dans ce sens-là. Philippe, il me reste une petite question que je sais que c'est ton dada, comme je l'ai dit tout à l'heure. Je sais qu'on a passé quand même 1h20 de temps, c'est beaucoup avec le décalage horaire, il fait tard. Je suis sincèrement désolé, mais je vais en profiter au maximum et faire profiter nos auditeurs et auditrices. Honnêtement, vas-y, on y va sur la périodisation tactique. J'aimerais bien que tu nous en parles un peu sans trop rentrer dans les détails parce que je sais que tu peux passer une journée avec ça. J'aimerais bien savoir ton ressenti, ta croyance ou tes croyances par rapport à ça. Puis ça va être ma dernière question, Philippe, et je te remercie infiniment pour tout cette quantité d'informations. C'est toujours un énorme plaisir et on pourrait en débattre des jours et des jours. Alors, heureux aussi de t'entendre et puis de voir que l'UEFA aborde le développement ou le rôle du gardien, je trouve de manière moderne et beaucoup plus en adéquation avec ce qu'est le jeu maintenant. Et puis, comme tu l'as dit, un des petits défis, ce sera d'avoir une gestion du staff technique un petit peu différente en intégrant beaucoup plus l'entraîneur de gardien. Comme à l'heure actuelle, on doit intégrer un peu plus le préparateur physique ou athlétique. Donc, alors pour la périodisation tactique, là je termine mon master là-dessus. Ouais, ok. Je vais avoir une soutenance au mois de décembre. Génial. Et alors la périodisation tactique est une méthode, un concept qui est presque un concept de vie, c'est-à-dire que si je simplifie et généralise, c'est en fait prendre en compte qu'un joueur ou une équipe, c'est un système complexe où toutes les choses sont en interaction les unes avec les autres et qu'il n'y a aucune compartimentation, c'est-à-dire que le technique
le mental, le physique, tout est lié. On ne peut pas travailler un sans travailler l'autre. Et que tout ce travail-là, technique, mental, social, physique, est guidé par une idée qui est qu'on appelle supérieure, qui est le concept de jeu, qui est le projet de jeu, qui est le principe de jeu. Donc en fait, tout ce que tu fais sur le terrain de la première seconde à la dernière seconde n'est simplement n'a qu'un seul fil conducteur qui est le principe de jeu, la manière de jouer de l'équipe. Tout le reste qui n'a pas de lien avec la manière de jouer de l'équipe n'existe pas en périodisation tactique. Donc tout le reste est superflu et ne sert pas à rien, mais ne permet pas l'optimisation du développement du joueur ou du développement de l'équipe. Donc, excellent. Voilà globalement l'idée. Donc c'est une approche non conventionnelle de l'entraînement, c'est une approche non conventionnelle du développement du joueur et c'est une approche non conventionnelle de la planification. Mais qui est backée par la science, qui est backée par des tas d'études et notamment au niveau de la prépa physique, on est à des années-lumière de ce qui se fait la plupart du temps. Donc c'est une approche complètement différente, ce qui ne veut pas dire que la préparation physique n'est pas importante. Elle reste très importante, le côté athlétique très important, mais on en parlait, tout est contextualisé par rapport à ta façon de jouer. Donc ça veut dire qu'à la base, l'entraîneur doit quand même avoir une bonne idée de la manière dont il veut faire jouer son équipe. Et voilà, on parle pas dans cette approche-là, on parle pas de microcycle, mais de morphocycle, et on l'appelle ça morphocycle, parce que c'est basé sur le type de contraction musculaire qu'on veut voir tout au long de la semaine, et c'est le seul côté physique qu'on amène à cette approche-là, c'est le type de contraction musculaire, mais si je peux illustrer ça, c'est que en périodisation tactique, si je vais un peu à l'extrême, on est capable de jouer un match le premier jour d'entraînement. On fait de la récupération en faisant un match. J'avais un autre exemple en tête, mais on est vraiment que dans le projet de jeu. Et donc on fait plus, il y a plus de jog, il n'y a plus de course autour du terrain, il n'y a plus d'échauffement qui dure 25 minutes sans toucher un ballon. Tout ça sort complètement du truc. Donc en fait, de la première à la dernière minute, les joueurs touchent le ballon et quelquefois il y a des choses un peu décontextualisées, mais c'est 5% du temps sur toute une semaine, quoi. Donc excellent. Donc voilà, en résumé. Ok, excellent. Pour le projet de jeu que tu viens d'en parler un tout petit peu, est-ce que tu impliques les joueurs dans la construction du projet de jeu quelconque? Est-ce que, à travers tes expériences passées et tout, est-ce qu'on parle un peu aux joueurs sur leur ressenti, sur plein de choses pour être partie prenante? Je ne vais pas parler de pourcentage ou quoi que ce soit, mais pour qu'ils soient partie prenante dans la construction d'un projet de jeu. En fait, on va parler de différents niveaux, ok? Parce que ce que je vais dire, c'est pas forcément la réalité chez les plus jeunes ou quoi, mais au plus haut niveau, les joueurs, on les implique très très peu dans le projet de jeu. Donc on les implique de manière indirecte, c'est-à-dire que le projet de jeu, tu vas l'adapter par rapport au profil de joueur que tu as. Donc ils ont leur mot à dire de manière indirecte par rapport à leur profil. On va adapter certains principes de jeu. Donc c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est que quand l'entraîneur hésite peut-être entre deux animations, là il peut poser la question à quelques leaders pour avoir leur ressenti. Mais au haut niveau, il y a aucun entraîneur qui va arriver puis qui va dire bon allez, comment vous voulez qu'on joue cette année, et puis ça n'existe jamais. Mais voilà, il y a quand même une influence. L'influence directe, elle est très très petite et l'influence indirecte, elle est quand même grande
parce que tu adaptes ton projet de jeu au profil des joueurs que tu as. Profil des joueurs, ok, c'est ça, exactement. Excellent, c'est bien. Philippe, avec tes anciennes expériences d'un peu partout dans le monde, est-ce que tu gardes des contacts avec tes anciens joueurs que peut-être pour certains ont grandi puis ils connaissent des carrières pro intéressantes, peut-être que d'autres non, mais est-ce que tu gardes contact avec ces jeunes-là est-ce que ça arrive que tu échanges avec eux, on a gardé un bon contact parce que c'est très très important. On parle beaucoup de l'humain avant comme tu as parlé tout à l'heure de l'animal, de la bête, etc. J'avais bien compris ce que tu voulais dire. Mais justement, cet être humain-là, est-ce que après les années, après un cursus, est-ce qu'on garde contact avec ces jeunes-là, Philippe? Oui, les joueurs comme les entraîneurs d'ailleurs. Et pour l'anecdote, je suis arrivé à Dakar il y a 2 mois et le premier message que j'ai reçu, c'est un ancien joueur qui vient de Québec. Ah oui, ok, il en plus. s'appelle Victor Omar Ndiaye. Ok. Ouais, je le connais. J'ai coaché sa sœur. Ouais, Victor. Eh ben voilà. Aminata, donc, sa sœur. C'est une famille de football. Le monde est petit, donc et ben maintenant il est de nouveau au Sénégal. Il habite à Dakar. Ah donc, ouais, ok. On a communiqué et quand il a vu que j'arrivais, bah voilà. C'est bien. Donc le monde est petit, comme on dit. Ouais, c'est ça. Là. Donc tu vois, le monde est petit et le contact est là. Donc que ce soit avec Victor, que ce soit avec Jérémy Gagnon, avec Kishan, avec tous les joueurs qui ont pu passer dans la structure. Alors quelquefois souvent, toi, Carl Ouimet, avant le début de saison à Ottawa, m'a envoyé un petit message. Donc, c'est pas de manière très structurée, tu vois, c'est à l'occasion. Mais oui, effectivement, énormément de feedback, de coucou, de témoignages et de petits messages de temps en temps, très régulièrement. Donc, qui font chaud au cœur, en effet. En fait, des fois, c'est ça notre joie, honnêtement. C'est de garder contact avec les anciens et tu vois qu'ils sont reconnaissants envers nous. Philippe, je te laisse le mot de la fin. Si tu veux des dédicaces à des gens que tu apprécies, que tu as appréciés par un passé récent, je te laisse vraiment faire le mot de la fin, puis en passant, 1000 merci. Honnêtement, j'avais plein de questions que je voulais te poser, mais s'il le faut, on fera une suite la prochaine fois. Je sais que le décalage horaire aussi, c'est une problématique, mais je savais que tu avais cette générosité-là pour nous accorder tout ce temps-là. On a passé quasiment 1h30. Donc, je te laisse le mot de la fin, puis tu diras ce que tu voudras. Puis 1000 merci encore une fois pour toutes ces précieuses informations et données que tu nous as livrées tout au long de cette émission. J'espère que les auditrices et auditeurs vont beaucoup apprécier. Et je te remercie infiniment. Je te laisse le mot de la fin, Philippe. Bah écoute, Nabil, le plaisir est très largement partagé. Après, remercier, j'aurais énormément de monde à remercier, donc on va pas faire comme la cérémonie des Oscars ou des choses comme ça. Mais de manière générale, remercier les intervenants en soccer au Québec et puis que ce soit les entraîneurs. Le très bon côté de mon passage à la fédération, c'est que ça m'a permis de rencontrer énormément d'éducateurs que je connaissais de vue ou de nom, mais avec qui j'ai pu partager de très bons moments. Donc, merci à cet environnement du soccer québécois qui n'est pas parfait, mais il y a quand même beaucoup de bonnes choses et c'est ce qui m'a permis de grandir. Et bien sûr, merci aux joueurs qui nous ont fait confiance et qui m'ont fait confiance pour pouvoir les accompagner dans leur cheminement. Donc c'est surtout ça, j'aurais dire, c'est un peu bateau, mais on oublie quand même de manière générale de dire qu'on est quand même dans un bel environnement au Québec. Et comme tu l'as dit, Nabil, c'est quand on a des témoignages qui nous montrent qu'on a pu faire une petite différence positive auprès de joueurs ou d'entraîneurs, c'est notre récompense et on fait ça pour ça. Donc, excellent. Donc voilà le petit mot que je voulais passer. Et puis, merci beaucoup. C'est génial.
on pourra se refaire ça quand vous voulez. Et puis s'il y a des gens qui veulent venir faire un petit séjour au Sénégal et à Dakar, n'hésitez pas à me contacter, demander un Nabil, et puis ça me fera plaisir de vous accueillir. C'est beaucoup apprécié, Philippe. Merci beaucoup. Et ce qui met fin au 3e épisode de notre podcast Tendance et Histoire du Soccer avec Philippe Olafoy. Merci et on se dit à la prochaine.